Micro, boulot, dodo. C'est votre porte d'entrée à la micro-aventure. Quoi, vous n'êtes ni champion olympique, ni vainqueur d'une édition de Koh-Lanta, ni même des spécialistes du bushcraft? Ça tombe bien, moi non plus. Ça ne m'empêche pas de pimenter mon quotidien d'expérience et de défis dans un cadre naturel, avec différentes pratiques selon le temps et les envies du moment. Dans chaque épisode de Micro, Boulot, Dodo, je mets les mains dans le cambouis pour une immersion au cœur de ces micro-aventures. L'objectif est de vous partager ces moments uniques, sans filtre, sans vous les imposer, mais peut-être vous inspirer. J'interrogerai, après l'expérience vécue, un spécialiste du territoire que je traverse afin d'élargir le spectre des connaissances de l'itinéraire en question. Rencontres, conseils et imprévus rythmeront ces quelques minutes de partage afin de vulgariser l'aventure au quotidien pour des gens comme vous et moi. Enfin, surtout toi là, toi qui as une motivation équivalente au niveau de celui de la mer, hein. Allez, sortons du canapé et réensauvageons-nous avec Gérard Milicher, ancien gardien du parc national du Mercantour et spécialiste du loup. Je voulais faire du ski de rando, puis peut-être pêcher un peu en haut dans le vallon. Ah ouais? Ouais, Ok, trop bien. Vous avez déjà les skis sur la voiture en plus? ouais bah, je vais les prendre, je vais monter à pied un peu. S'il y en a assez dans le fond du vallon, je monte. Ok, merci. Bonne journée. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous vous dites qu'on va encore faire pas mal d'efforts physiques pour cette nouvelle micro-aventure. Et pas du tout. Là c'est vrai que c'est fatigant parce que je suis en train de pousser mon VTT, mais pour réaliser aujourd'hui un affût. Voilà, le but c'est de se poser, de rester statique toute la journée pour observer la faune sauvage ici dans la Haute-Vésubie, à peu près 1h30 de Nice. Alors je suis actuellement dans une pente bien raide où je suis obligé de pousser mon VTT car l'hiver a eu un regain de forme en ce début avril. Il y a pas mal de neige là à partir de 1500-1600 mètres. Donc c'est vraiment une première pour moi de réaliser un affût animalier. Voilà, j'y vais un petit peu la fleur au fusil, je m'inspire de ce que j'ai pu voir dans des films ou documentaires ou dans d'autres guides et livres. Voilà, je pense que c'est par l'expérience qu'on peut y arriver. Et en plus de ça, l'objectif sur le spot, c'est de trouver un endroit avec des voies de passage, essayer de les identifier. Donc grâce à la neige, comme je suis un pur débutant, ça peut peut-être m'aider à placer un piège photo. Et ce piège photo, je viendrai le rechercher d'ici un mois pour voir si j'ai réussi à capturer quelques vidéos que je pourrais bien évidemment vous commenter et vous partager sur les réseaux. Voilà, donc on va s'avancer, c'est vraiment une première, en total débutant, je vais certainement faire des erreurs. Allez, là c'est un petit peu plus plat, on peut remonter sur la selle et c'est parti. Gérard, du coup, on va pas préciser d'emblée le lieu exact d'observation de ce podcast pour respecter des espaces protégés que tu connais bien. Toi qui as vécu dans ces milieux-là pendant de nombreuses années où tu vis encore, est-ce que tu peux nous raconter tout de suite l'expérience que tu as de l'observation animalière et quel moment rare ou inédit tu as pu vivre? Bah, c'est sûr qu'il y en a eu pas mal. C'est vrai que comme je suis quand même un peu spécialisé sur le sujet du loup depuis plus de 25 ans maintenant, c'est quand même ceux-là que j'ai pu observer en priorité. Dans l'émission que j'avais avec le parc du Mercantour, j'étais quand même sur le thème du loup, avec l'observation des proies, des ongulés sauvages qui étaient prédatés par le loup à cette époque, c'est-à-dire essentiellement chamois et mouflons. Après, il y a eu cerfs et chevreuils qui sont arrivés plus tard. Donc j'ai pas mal observé ces animaux-là, en train de vaquer leurs occupations de broutage, de déplacement. Et puis des affûts sur le loup, j'en ai fait pas mal. Il y a eu quelques rares cas où ça a été positif, mais en moyenne, c'était quand même des échecs coup sur coup, quoi. Il ne faut pas imaginer que dès qu'on va faire un affût, on va voir ce dont on rêve. Il y a des animaux qui se verront assez facilement, les ongulés, quand on repère où ils sont, on les voit quasiment à chaque fois. Mais d'autres animaux, c'est beaucoup plus dur, donc il faut de la patience, de l'attente, de l'observation, des indices qui vont vous dire c'est peut-être par là que ça va passer, et puis on espère, et puis si on voit rien, ça fait rien, on a quand même passé un bon moment. Voilà, je pense que je vais laisser mon vélo ici, sous un gros sapin. Alors autant vous dire qu'il n'y a pas besoin d'antivol à cette période de l'année, même si j'ai quand même croisé quelqu'un ce matin au départ qui allait faire du ski, mais il ne savait pas s'il allait avoir assez de neige. En tout cas, moi je repars en marchant sur un petit sentier à peine tracé par une trace de raquette pour tenter d'atteindre
La clairière que j'ai vue sur la carte et qui me semble un lieu propice pour avoir un petit peu de champ d'observation pour la journée, tout en profitant d'être un peu camouflé par les bois qui sont autour, et pourquoi pas un petit rayon de soleil parce que ça ferait pas de mal, hein. Il fait quand même que 2-3 degrés. Comment on fait quand on veut concrètement se lancer? À quoi on réfléchit? À quoi on fait attention pour éventuellement trouver le bon spot d'affût? Déjà avoir un bon panorama d'observation. C'est sûr qu'il ne faut pas se mettre dans un trou où on aura 20 mètres de vision devant soi. Donc il faut un bon panorama, il faut de la distance, il faut être peut-être sur un point dominant, sur une crête, mais l'essentiel c'est quand même d'être caché, de ne pas trop se faire voir. Ou alors on peut être aussi assis simplement, et puis s'il y a des animaux qui vous repèrent, ils vont faire un détour, c'est pas grave. Mais l'essentiel c'est quand même d'être discret, de se cacher autant que possible, et puis d'avoir une bonne connaissance aussi des indices qu'on peut trouver au sol en se disant il y a tel animal qui va passer par là peut-être, ou qui est passé là, on va peut-être avec un peu d'espoir le voir repasser. Mais c'est d'abord la discrétion, l'attente et puis se faire oublier, quoi. Avant de faire ces observations, soit tu pouvais peut-être échanger avec des populations locales ou tout simplement en recherchant sur une carte en te disant tiens là il y a des éléments qui font que ça peut être un endroit intéressant. C'était pas tellement les cartes, c'est plutôt visuel. En me déplaçant en montagne, je trouvais des endroits intéressants. Je dis tiens là je vais m'arrêter, je vais faire un petit spot, on va bien voir. Ou dormir là carrément et puis à l'aube on essaie de voir ce qui peut passer. C'est plus l'observation visuelle en se déplaçant effectivement que des cartes. Les cartes ça compte aussi, puis il y a les collègues aussi qui vous disent des choses bien sûr. Mais c'est plus le déplacement attentif et puis on s'arrête, on n'est pas là à courir après les kilomètres ou les dénivelés. On y va doucement, on se pose, on a le temps, quoi. Alors je suis encore sur le GR, dans une belle forêt là, de sapins et de mélèzes. Les mélèzes qui ont perdu toutes leurs épines, hein. C'est le seul résineux qui a des épines caduques du coup, hein, qui les perd. Pour pas qu'elles gèlent. C'est pour mieux résister au froid. Et là, je commence à ralentir un peu le pas, à m'arrêter de temps en temps pour écouter autour de moi ce qui se passe. Je vois le blanc immaculé de la neige, mais je pense que si je m'écarte légèrement, je verrai peut-être des premières traces. Je vais beaucoup moins vite et j'essaye d'éveiller un petit peu mes sens et l'écoute pour trouver le meilleur spot pour tenter d'observer des animaux ici. Alors comme je suis débutant, c'est pas facile en fait, une fois qu'on est au milieu de la nature comme ça, de choisir un spot où s'installer. Donc c'est vrai que ça peut se repérer certainement avant sur la carte, mais ça s'expérimente aussi sur le terrain, avec l'apprentissage. Donc peut-être que je changerai de spot dans la journée. Là il est même pas 9h du matin. Tiens là sous des mélèzes, j'ai une belle voie, recouverte par la neige, mais c'est vraiment des sabots. Ah oui, là je distingue une autre voie au-dessus là. Donc pareil, là c'est un ongulé. Et juste à côté, par contre, là je suis assez sûr de moi. Donc c'est un lièvre variable. On en a déjà rencontré des traces dans le podcast sur la micro-aventure avec Gauthier à la cabane des Bas-Pasquières. Et là c'est assez caractéristique parce que on voit bien la pose des deux pattes quasiment au même endroit. Et on devine le bond en fait. Vraiment quand on regarde les pattes, c'est pas une voie comme un mammifère ongulé. Donc ici il y a des traces. Donc ça c'est intéressant. Il y a des plus grosses traces là-haut là. Ça y est. Je pense que je suis sur un spot vraiment intéressant. Donc, instinctivement je baisse la voix, c'est marrant. Mais je pense que je vais m'arrêter là et prendre quelques photos de ces pattes là parce que c'est une voie assez régulière. Bien dans l'axe en fait, chaque pas est l'un devant l'autre. Donc je vais poser mon sac là. Comme ça déjà, je serai moins visible. Bon bien sûr, pas de parfum, pas ce genre de choses avant d'aller faire de l'observation animale. Forcément, j'ai fait du bruit, j'ai fait des pas, je dégage de la chaleur, des odeurs. Mais là, je suis un peu protégé, tout en étant un peu au soleil, donc pour passer la journée, ça me semble pas mal. Alors, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pris dans ce sac pour vous dire? Pour tenir une journée, déjà une thermos de thé, bien chaud, de l'eau également, même s'il y en a un petit peu plus bas.
des vivres pour la journée. J'ai rien pris de quoi manger chaud parce que ça encombrait un peu plus le sac, surtout sur le vélo ça faisait un peu lourd. Puis bon, il fait beau donc même s'il fait frais, ça passe largement. Des jumelles, un guide de la chaux, du coup pour potasser en attendant l'observation des fois des animaux, de mieux connaître leur voie, leurs traces, leur laissés, etc. Donc ça permet aussi d'apprendre tout en patientant. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, et aussi, très important, le petit tapis de sol, acheté 5 € chez Decathlon, qui permet de poser ses fesses au sec et qui est super léger, qui se replie. Donc ça, quand vous allez randonner, même à la journée, pour la pause pique-nique, c'est léger, ça prend pas beaucoup de place, ça s'accroche facilement sur le côté du sac et ça vous permet de ne pas avoir d'humidité. Et il en existe aussi des formats plus grands quand on fait du bivouac. Le but c'est vraiment de s'isoler de la terre. Mais là voilà, vraiment c'est un truc, un petit truc de chez Forclaz. C'est un carré qui se replie, très léger. Ça doit faire 40 cm sur 30 maxi. Juste pour poser son popotin. Allez, je monte mon camp et je me prépare à l'observation. Gérard, si tu te retrouvais en face d'un adolescent qui n'a pas forcément l'expérience de la nature, de la montagne, qui serait plutôt branché du coup multimédia, réseaux sociaux et autres jeux vidéo, comment tu résumerais la pratique de l'affût et comment tu essayerais de le convaincre d'essayer de pratiquer l'affût animalier? Déjà, il débranche son téléphone, il le met en mode avion ou mode silencieux. Il se déconnecte un peu de tout ça et puis il fait du silence. Et puis il observe, il écoute, il s'imprègne du milieu. Il essaie de voir s'il peut voir. Il faut évidemment un équipement optique de jumelles ou de longue vue, ça c'est quand même important. Mais rien que déjà à l'œil nu, on peut voir beaucoup de choses. Mais le fait de se faire oublier, de se planquer dans un coin et d'être là simplement en écoute avec beaucoup de patience, déjà on va voir des choses passer qu'on n'imaginait pas. Si on est toujours en train de se déplacer, on s'arrête 5 minutes, on regarde, je vois rien, je marche encore un quart d'heure, je m'arrête 2 minutes, c'est loupé quoi. Il faut avoir le temps de se poser, de s'arrêter, de se taire. Peut-être plutôt tout seul, on peut être accompagné bien sûr, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'échanges entre les personnes. Il faut être silencieux, à l'écoute, et puis ouvert, open à tout ce qui peut se passer autour, quoi. C'est limite un contre-courant de la société dans laquelle on vit, où tout va vite, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'échanges, et là en fait on revient à des choses très simples, dans le silence, et un partage naturel, quoi. Et avec le temps, avec la longueur du temps. Comme tu disais, on est un peu dans le temps court, on veut tout de suite, on n'a pas de patience. Et là, la vie animale, la vie dans la nature, c'est le temps long. C'est une autre dimension qu'il faut retrouver. Qu'on a perdu, qu'on avait sûrement il y a des milliers d'années. Mais maintenant, il faut retrouver ça si on veut s'imprégner un peu de cette nature magnifique. Alors ce bruit qui résonne, là je pense pas me tromper en disant que c'est un pic. Et du coup je suis en train de le chercher dans la forêt en face de moi. Il n'est pas très loin parce qu'on l'entend bien. Mais comme les arbres ils s'entremêlent pas mal là, c'est assez difficile, il suffit qu'il soit de l'autre côté. En tout cas je vais pas bouger parce qu'il va peut-être se rapprocher, faire plusieurs arbres. Lui il va aller chercher tout ce qui se trouve derrière l'écorce pour grignoter. Alors là c'est plus de l'affût, ça se transforme en pistage. En effet j'ai vu à la jumelle quelques traces assez bien marquées sur une arête, donc j'ai repris mon sac pour me déplacer. Alors c'est sûr que c'est pas l'idéal pour un affût, mais bon il me reste encore toute l'après-midi pour rester là-haut. Et c'est vrai que là sur cette crête, il y a du passage d'animaux, il y a clairement des traces de chamois, ça on les distingue très bien. Et là j'ai une trace d'oiseau avec 3 pattes bien marquées, même si c'est pas très profond. Et ça me fait penser à celle du tétras. Donc c'est vraiment un oiseau qui est assez rare, même très rare d'observer, très discret. Comme il y en a des combes de neige un peu plus bas. Ah, ça c'était le bruit de la neige qui descend quand je fais des pas. J'ai pris le guide de la chaux pour vérifier. Et je vais m'avancer, je vais essayer juste de trouver un endroit où les empreintes sont bien marquées parce que dans la neige c'est pas évident. Là sous les arbres normalement elles devraient être un peu plus molles. Alors, je regarde dans le livre rapidement.
Voilà, on nous parle des traces. Et le grand tétras ou grand coq de bruyère est un oiseau gros et lourd. Il a des pattes robustes et ses empreintes dans lesquelles ses longues griffes apparaissent nettement se voient bien sur le sol en forêt. Le doigt postérieur est court, environ 2,5 à 3 cm, mais il laisse une marque distincte. Les 3 doigts antérieurs sont plus longs. En hiver, on peut voir la trace des franges de poils raides à la base des doigts. L'hiver, ces empreintes sont visibles entre les arbres dans les forêts de résineux. Alors là, on est en dessous de résineux justement. Il y a des mélèzes, il y a des pins. Ça semble l'endroit idéal. On voit bien les traces. J'arrive pas à voir le doigt antérieur par contre. En tout cas, ce spot, il est vraiment sympa parce qu'il y a des traces partout autour des arbres. Et je me demande même si ça serait pas un coin sympa pour y mettre notre piège. Bon, avant de manger, je vais remonter tout doucement et essayer de mesurer grâce au guide qui a eu la bonne astuce de mettre une règle sur le côté de la 4e de couverture. Voilà, c'est à peu près la longueur du doigt là. Doit être sur 5 cm. Bon, il faudra vérifier. Grand tétralyre. En tout cas, un oiseau qui aime bien la neige, qui aime bien être sous les résineux. Affaire à suivre. Allez, c'est la pause pique-nique. En silence, bien sûr. Alors bien évidemment, quand c'est la pause déjeuner, et n'importe quelle pause d'ailleurs, vous reprenez bien tout ce que vous emportez. Quand on se retrouve concrètement, en plus quand il y a de la neige, sur une voie, mais aussi sur un chemin, et ça on peut en trouver partout en France et ailleurs dans le monde, sur une piste, une voie, une trace, c'est quoi les bons réflexes et comment on arrive à retrouver en fait qui se cache derrière? C'est l'observation des traces. C'est sûr que la neige, c'est quand même le livre ouvert le plus intéressant. C'est à la période top. En été, il y a pas grand-chose à part des flaques de boue ou des traînées de sable. Et après, il faut se renseigner, il faut s'instruire en lisant des bouquins de traces. C'est très bien expliqué. En général, il y a des photos, des dessins à l'appui. Et on se fait un peu la main sur le terrain, on prend des conseils auprès de collègues qui connaissent. Et puis au bout d'un moment, on commence à peu près à tout reconnaître. Donc au début on trimballe quand même quelques ouvrages dans le sac, histoire de Oui, checker, on prend l'appareil voilà. photo aussi, ça peut permettre d'identifier en rentrant à la maison. Exactement. On peut se tromper, il y a des fois des traces qui se ressemblent, il y a ou qui se recouvrent les unes sur les autres. Mais au bout d'un moment, on finit quand même par connaître à peu près à qui on a affaire. Ouais, c'est l'expérience qui joue quoi. Voilà. C'est le calme plat. On est en plein après-midi, 14h. Le soleil il est à son zénith et il n'y a plus un bruit. Même les oiseaux, il n'y a plus de vent. Donc depuis midi, j'ai pas bougé du tout. Je prends des parties en fait de la montagne que je vois en face, de la forêt que j'ai en contrebas, de la crête sur laquelle je suis le tronc des arbres. En fait, je prends zone par zone, je regarde déjà à l'œil nu, puis après j'essaye d'affiner avec ma jumelle. Alors c'est une Tasco, 10 x 25 cette jumelle. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très précis, mais c'est celle de mon papa, et comme il ne peut plus trop s'en servir, ça me fait plaisir de les avoir avec moi et de regarder, en tout cas d'essayer de regarder les animaux et de regarder le paysage devant moi. Parce que lui, il adorait faire ça en randonnée, même si quand j'étais avec lui, adolescent, en famille, moi ça me saoulait. Finalement, maintenant je prends du plaisir et je suis moi-même tout seul dans la montagne à pouvoir regarder à travers ces jumelles, donc c'est cool que ça passe de génération en génération. Donc je remets mes jumelles pour voir si en face il n'y aurait pas quelques chamois. Ou alors je suis pas au bon endroit du tout, mais de toute façon on n'est jamais sûr de trouver. Et peut-être qu'en fin d'après-midi ça va commencer à s'agiter un peu, à redescendre. Donc en attendant, je surveille et je réfléchis également toujours en face de moi si je vais poser mon piège photo là, ou alors en contrebas tout à l'heure où j'ai vu un cours d'eau. J'ai aussi expérimenté dans cette micro-aventure la pose d'un piège photo. Alors, c'est vrai que le mot piège peut être mal interprété, on va dire. C'est simplement en fait un boîtier où on peut capturer soit des photos, soit des vidéos du passage d'animaux. Toi, tu as déjà utilisé ce genre d'appareil et qu'est-ce que tu en penses? Un petit peu, pas autant que certains, mais un peu quand même. Dans les premières années où les pièges photos commençaient à arriver, c'était encore de l'argentique avec des pellicules qu'on faisait développer chez le photographe. J'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai eu quelques succès, mais pas tant que ça quand même.
Et après, ça s'est popularisé. Maintenant, c'est très accessible à peu près à tout le monde et c'est de plus en plus utilisé. Il y a aussi un peu des débats là-dessus. C'est un petit peu intrusif quand même dans la vie. Bon, la vie animale, c'est pas grave. La vie des humains qui peuvent passer là, ça peut faire aller un peu aussi. Mais bon, on peut être discret aussi. Donc c'est un outil très intéressant qui est très utilisé par les agents du parc aussi, les espaces protégés pour faire des inventaires de populations animales. C'est vraiment intéressant, ou des lieux de passage d'animaux. C'est un outil vraiment bien, quoi. Et qui est discret, qui perturbe pas. Il peut quand même, selon la qualité de l'appareil qu'on utilise, en fonction des LED qui vont apparaître quand l'animal va passer. Donc c'est un appareil qui détecte le mouvement et la chaleur, la température de l'objet ou de l'animal qui va passer. Alors vous venez d'où comme ça? Là, de la pointe là-haut. Très bien, ok. Vous avez dormi là? Non, je m'entraîne un peu à faire un peu d'affût. Voilà, je me suis trouvé un petit spot ici. J'ai vu qu'il y avait pas mal de traces de passage, donc C'est vrai. c'est pas mal. Vous avez vu des animaux aujourd'hui un peu? Rien, non. La dernière fois que j'étais monté non plus. Hein. Ils ont été surpris par la neige, ils ont dû descendre. Ouais. Je pense qu'avec la neige qui est retombée, ils doivent être un peu plus bas, c'est clair. Vous allez jusqu'où là? Moi je vais jusqu'au sommet là, de la pointe des Adus. Bon, c'est pas top la neige, mais bon. Ça fond un peu là quand même, hein? Ça fond plus qu'un peu, ouais. Mais bon, c'est mieux parce que là-bas, elle est en partie croûtée, là, dans les combes là-bas. Ah ben, j'avais un copain qui faisait ça, il faisait pas mal. Ouais. Il a fait le film avec Anaïs et Léo. Ah oui, trop bien, avec la Florent. gamine, trop bien, ouais. Florent Adamo, je sais pas si vous connaissez. Non, j'ai juste vu de nom parce que j'ai suivi un peu l'actu et j'ai vu le film, donc c'était chouette, hein? Ben, il y a plein d'images là, que c'est lui qui a fait. Ils avaient posé plein de pièges, il allait Ouais. bivouaquer en rouilla, tout ça. Là. C'est Bon, allez, ben, j'y vais tranquille. Là. Allez, profitez bien. Ouais, merci. À la prochaine, Didier. Ouais. Toi qui as travaillé au parc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi quand on ne précise pas les lieux, c'est avant tout pour les protéger, c'est ça? C'est pour les protéger, exactement. C'est pour qu'ils soient tranquilles. Ils ont besoin de tranquillité, ils n'ont pas besoin d'être dérangés. Donc il y a des dérangements qui sont involontaires. On se déplace et on va déranger un animal qui est casé par là. Ça, c'est pas trop grave. Mais quand c'est un dérangement un peu volontaire, où il y a justement une tentative d'approche pour faire de la photo, pour observer, c'est là que ça peut craindre, quoi. Donc on évite de révéler les lieux où il peut y avoir des passages intéressants. C'est aux gens après à se bouger pour essayer de voir des choses. Mais sur le principe, c'est quand même d'abord la protection, la tranquillité des animaux dans cet espace protégé qui est essentiel, quoi. On n'est pas là pour faire du tourisme de masse auprès des animaux sauvages. Exactement, c'est ça. Je t'ai vu tout à l'heure, là, j'ai regardé à la jumelle, je te voyais sur l'arête là. Ouais. T'as mis un point GPS là sur le vélo? Bon, il est en bas là dans le coin, dans un angle. Je l'ai vu en passant. Ah, tu l'as vu? Non, bah, je pense que je vais me faire encore 1 heure et puis Bon, ben voilà. ça marche, oui. On s'en croisera Allez, peut-être. bonne continuation. Toi aussi, bonne descente. Il est presque 16h, ça fait du coup 7 heures de temps que je suis en mode affût, on va dire, bien installé sur mon arête. Alors je vais me laisser un petit peu de temps pour descendre tranquillement parce qu'en général en fin de journée, les animaux du coup s'activent un petit peu, même si là on est haut et qu'il y a pas mal de neige. Didier que j'ai croisé au retour là, de sa petite session de ski de rando m'a dit aussi qu'il n'avait rien vu lui sur la crête et dans la montée. Donc certainement que les animaux, avec cette chute de neige un peu inattendue, sont redescendus, notamment les chamois peut-être et autres. Donc malgré les traces, je pense qu'ils ont filé un petit peu vers le bas, ce qui explique peut-être que j'ai rien vu aujourd'hui. Mais bon, la journée n'est pas terminée et puis on a dit l'objectif aussi de la micro-aventure, c'était de prendre du temps pour s'affûter l'œil, on va dire, essayer de mieux appréhender le paysage, d'apprendre aussi les bonnes techniques. Donc ça fait partie de l'expérience. Et puis le deuxième objectif, c'était aussi de placer un piège photo. Donc là, on va s'activer justement pour le piège photo. Donc là, en contrebas de mon affût, toujours sur cette petite crête, il y a pas mal d'arbres où j'ai vu les traces tout à l'heure d'oiseaux là, donc il faut que je vérifie un petit peu. Alors j'ai regardé dans le bouquin quand même, hein, mais pour être un grand tétra, ça paraît petit quand même. Par contre, la forme, elle y fait vraiment penser. Alors que le tétralyre, qui est plus petit, pose un peu plus large en fait, on va dire. Donc c'est bizarre, c'est un petit peu entre les deux. Bon, avec la neige qui a pu évoluer ces derniers jours, fondre un petit peu, avoir une petite couche de gel, voilà, ça modifie forcément un peu les traces. En tout cas,
j'ai vu passer des traces sur cette crête-là. Il y a pas mal d'arbres et il y a un endroit qui me paraît assez approprié parce que ça fait un passage en fait entre deux bosquets, on va dire. Il y a un arbre pour pouvoir le mettre. Donc à mon avis, comme le sentier de grande randonnée est en contrebas, hein, à moins on va dire à 200-250 mètres plus bas, je pense que les animaux ils y vont pas forcément. Donc ils auraient peut-être plus tendance à passer par ici, surtout que ça fait des vallons un peu encaissés où ils peuvent être aussi un peu protégés. Je vais juste revoir les réglages. Donc en fait ça s'ouvre et puis dedans vous avez un petit menu. Si vous voulez, un piège photo, ça ressemble à une sorte de gros boîtier, la taille à peu près d'un smartphone, mais du coup beaucoup plus épais. Et vous avez un capteur dessus avec du coup l'appareil photo et des LED infrarouges. Alors ça dépend des modèles de différentes couleurs. Moi j'en ai pris un avec des LED rouges, ce qui fait que c'est moins flagrant pour les animaux qui passeraient devant. Ils ne voient pas forcément une LED blanche qui s'éclaire fort, mais ça permet quand même d'avoir assez de lumière pour filmer. Voilà, donc ces pièges photo, ils font à la fois de la photo et de la vidéo. Vous pouvez le régler un petit peu sur les deux. Donc j'apprends un petit peu comme vous aujourd'hui. C'est en général fourni avec une sangle et moi j'ai pris un cadenas en plus voilà, pour le sécuriser, on va dire. C'est quand même mieux. On ne sait jamais, mais bon, voilà, même si c'est à mon avis pas trop risqué ici. Et les petits conseils que j'ai pu lire, c'est déjà d'essayer d'enlever l'odeur que pourrait avoir le boîtier en lui-même en étant resté à la maison plusieurs jours. Donc voilà, on peut le frotter un petit peu sur des plantes, etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça a un grand effet, mais bon, j'ai lu ça, donc on va essayer en plus de le camoufler tout à l'heure, voilà, de le frotter un petit peu avec les différentes herbes ici, si jamais il a une odeur, si ça peut atténuer. Alors que là j'ai à peu près entre 10 et 25 mètres, ce qui est conseillé de champ, donc assez large. Donc je pense que s'il y a des animaux qui passent sur cette crête de droite à gauche ou de gauche à droite, là voilà, peu importe le sens, normalement ça devrait marcher. Alors mon pote Fabien Barré, qui en pose pas mal en Slovénie, m'a dit de laisser un petit mot à l'intérieur, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai laissé un petit mot pour expliquer ce que je faisais, au cas où qu'on le retrouve, ou que ce soit un garde du parc. Voilà, c'est pas pour braconner ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour observer les animaux et puis apprendre un petit peu plus pour ensuite sensibiliser peut-être d'autres personnes à tout ça. La résolution de l'image, j'en ai pas besoin. La résolution de la vidéo, c'est bon. La sensibilité du détecteur, j'ai mis moyen. Il peut y avoir du vent ici, il y a quelques arbres. Donc si ça bouge trop, ça risque de déclencher. 16h45, voilà. Ça permet aussi d'avoir forcément une meilleure indication des temps de passage, des horaires, voir un peu comment se déplacent éventuellement les animaux. Donc je vais le refermer. Et après je le mets en mode on. On a 15 secondes pour partir. Bon au pire, hein, c'est pas très grave, hein, on sera filmé. Allez, à dans un mois. Le moment qui te restera gravé en mémoire sur un affût que tu as pu faire ou une rencontre improbable comme ça en nature que tu cherchais peut-être pas forcément. C'est sûr que la première fois où j'ai vu de façon, on va dire, importante des loups, ça m'a marqué quand même pour la vie, quoi. De voir ces deux animaux qui n'étaient pas très loin en plus, à moins de 100 mètres de moi, qui ne me voyaient pas. J'étais pas spécialement caché, mais j'étais un peu immobile contre un mur de pierre, et je pense pas qu'il m'ait repéré, mais à un moment donné, il y a quand même un loup qui m'a regardé fixement. Alors, est-ce qu'il a reconnu un humain ou pas, je le saurai jamais, mais ça l'a pas dérangé, il a continué sa recherche avec ses yeux ailleurs, et c'est un moment qui a duré plus d'1 heure et qui marque quand même, quoi. Alors sur le chemin de la descente, il y a encore des pics qui sont à l'œuvre, mais là dans toute cette forêt, impossible de distinguer même à la jumelle là. Je scrute chaque tronc. Sacré marteau-piqueur. Je suis content parce que ce coup de la neige, ça m'a permis aussi d'aguerrir mon œil pour repérer les empreintes. Et puis franchement d'être installé là en plein soleil toute une journée face à la montagne à scruter l'horizon en ayant la petite motive d'essayer de voir quelque chose, d'apercevoir. Finalement on s'imprègne du milieu. Franchement ça fait un bien fou et je me suis pas ennuyé du tout en 8 heures. Allez, à pas moisir ici. De toute façon il faudra revenir pour le piège. Ah oui, petite indication également pour le piège, si ça vous arrive d'en poser, n'oubliez pas sur la carte ou sur votre portable ou en prenant une photo, de bien vous souvenir où vous l'avez mis, quoi. Parce que là je vois avec la neige, le paysage il peut beaucoup changer. Donc voilà, après
Libre à vous de faire confiance à votre mémoire, mais ça vaut le coup de quand même marquer un point GPS si vous avez l'occasion, ou de dessiner sur votre carte si vous êtes bien sûr de l'endroit où vous êtes. Ah, là, je crois que je tiens mon troupeau de chamois. Trop bien. Alors là, je suis sur le chemin de la descente et en effet, comme je disais tout à l'heure, quand on voit des grandes surfaces herbeuses avec pas mal de rochers et seulement plus que quelques traces de neige, ben c'est un endroit idéal comme ça en fin de journée pour les chamois. Et là, j'en ai... Ah, ils sont à quoi? Aller à 300 mètres de moi. Donc c'est assez loin quand même, hein, mais ils sont beaux, ils ont encore le pelage assez foncé. Et là, bientôt, d'ici quelques semaines, ils vont perdre leur poil d'hiver. Du coup, ils seront moches, paf, ils vont perdre plein de poils et tout. Ils seront tout nus, et puis après, petit à petit, le cycle va se refaire après l'été, à l'automne, avant le rut du mois de novembre. Et là, ils sont tranquillement en train de paître, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est des animaux qui sont pas farouches, hein. On peut les voir d'assez près. Là, c'est vrai que j'ai essayé de déguiser mon œil, et grâce à tous les efforts de la journée, ça paye. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas tout près, mais dans le coteau comme ça, des petites taches, on attend un peu, on fixe l'œil, on voit si ça bouge un peu ou si les couleurs changent. Et là, avec leur petit derrière blanc, je me suis dit que c'était ça. Ouais, ça fait plaisir dans la descente de les voir. Donc c'est une belle récompense avant d'aller récupérer le VTT et de rentrer. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. J'en avais vu des traces, comme quoi ils sont bien là. Allez. Si jamais ils veulent passer devant le piège photo, histoire de les voir d'un peu plus près sans trop les déranger, moi ça me va. Et voilà, Didier me l'avait dit, mon vélo était bien en bas, il y est toujours. Donc je redescends sur la piste enneigée. J'avoue que là du coup c'est un peu plus sportif que l'activité du jour. Ça glisse, c'est pas facile. En tout cas, super journée. Franchement, d'avoir été dehors comme ça, de pouvoir respirer au grand air, d'observer un maximum tout ce qu'on peut voir autour de nous, c'était franchement génial. Et puis en plus, le petit cadeau à la fin, avec le piège photo bien posé. J'espère que ça marchera, donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Ouais, salut Loïc. Donc j'ai vu ta photo là, que bah écoute, je te confirme, oui, c'est bien tétralire. Si tu veux, je t'indiquerai un endroit où tu pourras aller observer des parades. Je t'expliquerai un petit peu. Bon, il faut prendre quelques précautions parce que c'est un oiseau là qui est assez sensible au dérangement. Donc ce qu'il faut, c'est absolument arriver à la nuit, juste avant le lever du jour, et attendre le début des parades. Et ça se termine en général avec les premiers rayons du soleil. Le mieux, c'est d'attendre vraiment que tous les oiseaux soient partis, évidemment, pour éviter le dérangement. Donc, écoute, je te souhaite de faire de belles observations et puis tu me raconteras comment ça s'est passé. Voilà, je te dis à bientôt, salut! Un mois après, on se retrouve dans ce vallon toujours aussi sauvage et encore plus, j'ai envie de vous dire, à 5h du matin. Là, il fait totalement nuit, même si on sent que les premières lueurs du jour commencent à arriver. Donc début mai, je remonte chercher mon piège photo, mais il faut que je vous raconte une petite anecdote quand même. En fait, j'ai transmis à un ami qui s'appelle Patrice Torgeman, géologue, naturaliste qui a travaillé pour de nombreux parcs nationaux en France. Et il se trouve que parmi l'une des photos, il a bien reconnu, lui, la trace du tétralyre. Et en allant un petit peu plus loin dans la discussion, il m'a indiqué un endroit où on pourrait observer la fameuse parade du tétralyre. Et en regardant du coup sur la carte, le lieu qu'il m'a indiqué, il s'est trouvé que c'était vraiment pile poil l'endroit où j'ai mis mon piège photo. Donc du coup je me suis levé très tôt ce matin pour aller récupérer mon piège photo, mais aussi avoir peut-être des chances d'observer cette fameuse parade du tétralyre. Alors il y a un gros brouillard, il y a du vent ici, limite il neige un petit peu, il y a quelques flocons qui tombent. Donc là j'essaye de me dépêcher pour éventuellement me trouver un spot et observer peut-être la parade du tétralyre, qui serait un moment assez dingue à vous partager. Et je récupère le piège photo et ce sera pas mal. Allez. Toi, tu as déjà assisté à cette parade du tétralyre et c'est quelque chose qui te reste en mémoire et qui est assez exceptionnel dans des conditions en plus qui ne sont pas forcément les plus agréables pour faire de l'affût. Oui, c'est pas facile parce que ça se passe très très tôt le matin, quasiment avant le lever du soleil, il fait encore presque nuit quand ça commence à s'activer. Mais en fait, c'était dans un cadre professionnel de dénombrement d'animaux, de comptage. Voilà, j'ai pas fait d'affût, photographe, tout ça, j'ai pas le matériel en plus.
Il y en a qui le font. Mais encore une fois, c'est des zones vraiment très sensibles, avec un dérangement qui peut être très très perturbant pour les animaux. Donc si on fait ça uniquement pour l'observation, il faut vraiment faire attention. Nous, quand on faisait ça pour les dénombrements, on était toujours un peu décalé en distance, on travaillait avec les jumelles, donc sans déranger, bien caché. Ah, ça y est, je rencontre à nouveau la neige. Et je viens de monter ce petit raidillon que j'avais fait la dernière fois. Donc comme le jour se lève petit à petit, j'arrive à distinguer quand même le chemin. Il y a de nouveau un beau couvert de neige, même si c'est beaucoup moins que la dernière fois. Hein. Ça a fondu et là ça doit se reposer un peu. C'est assez dingue parce qu'il y a une lumière très jaune qui essaie de transpercer le brouillard. Et là j'arrive de nouveau un peu sur la crête sur laquelle je m'étais installé. Et il faut que je regarde tout discrètement sur le plateau, autour, sur ces zones plus planes que le tétra pourrait être. Alors que je continue à monter, je distingue mon piège photo. Est-ce qu'il va se déclencher quand je vais passer? Alors ça fait plus d'un mois que je l'ai mis. Et je pense que les piles n'auront pas résisté quand même plus d'un mois, mais qui sait. On verra ça tout à l'heure. Et comment elle se déroule cette parade? Alors qu'est-ce qu'on voit concrètement sous nos yeux? C'est assez impressionnant. Déjà, c'est sur de la neige blanche, donc ça se repère bien, les animaux. Il y a les femelles qui attendent, passives, là, qui observent un peu les beaux mecs qui font des parades. Et puis ça roule, ça tourne, ça se bagarre un petit peu, ça chuinte. Enfin, c'est quand même original, quoi. Hein. Puis c'est joli, c'est quand même des beaux oiseaux, c'est impressionnant comme bestiaux. Là. Mais bon, encore une fois, c'est des endroits qu'il faut préserver, quoi, qu'il faut pas trop révéler. Et puis, quand on a la chance de voir ça, on garde ça pour soi, et puis c'est très bien comme ça. Et il faut savoir aussi que par rapport aux tétralyres, justement, il y a aussi des dérangements qui peuvent simplement survenir, simplement dans le déplacement, en raquette par exemple. On peut très bien perturber des animaux qui sont sous la neige dans des abris. Et il ne faut pas se déplacer n'importe où non plus, dans des zones comme ça. Il y a des sentiers humains. C'est ceux-là qu'il faut emprunter. On peut faire des petits détours, bien sûr, mais il faut quand même être attentif aux dérangements potentiels qu'on peut avoir en hiver pour ces animaux qui sont sous la neige. Ça peut faire du mal quand même. Je suis trop content parce qu'en arrivant sur le plateau, je me suis installé derrière un sapin, me disant que j'avais une vue assez dégagée. Et au loin, j'ai vu vraiment cet oiseau noir là. Cette espèce de poule, et elle était toute droite dans la neige avec les plumes de derrière qui faisaient tout un arc de cercle, comme ce qu'on voit sur les photos. Je suis resté là, j'ai continué à l'observer. J'ai essayé de pas bouger, de pas mettre le micro tout de suite pour faire le moins de bruit possible. Et il y a quand même des grosses bourrasques devant, donc et c'est envolé. Et il se trouve qu'il y avait un deuxième tétra, et là ils sont dans les arbres, dans les mélèzes juste en face de moi. Donc je suis à la jumelle sur mon petit tapis de sol et je les observe et franchement c'est une chance de pouvoir assister à ça. Alors est-ce qu'ils vont se remettre à parader? Ça je sais pas, donc je pense qu'il va falloir être patient, mais en tout cas je suis trop content d'avoir vu ça ici sur ce plateau enneigé là. C'est vraiment magnifique quoi. Le décor est hyper sauvage et c'est vraiment l'idée que je me faisais de l'habitat du tétra. Allez, peut-être 500 mètres au-dessus du piège photo, donc j'avais plutôt bien visé. Et là, c'est un petit peu la petite récompense, car j'avais pas vu grand-chose la dernière fois. Donc j'ai continué d'apprécier et essayer de vous commenter ça s'il se passe des choses nouvelles. Un conseil que tu pourrais avoir à des personnes qui ont envie de s'immerger en pleine nature, alors pas forcément en montagne, parce qu'on peut faire de l'affût partout. Prenez votre temps. Voilà, prenez le temps. Prenez le temps. C'est vrai que la vie est courte, on le sait bien tous, mais ce genre d'expérience, il faut vraiment se mettre dans le temps long et puis se dire que c'est la nature qui décide, c'est l'animal qui va décider de se faire voir ou pas. Et c'est presque un cadeau qu'il nous offre, donc on lui laisse le temps de faire sa chose. Et puis on est dans le temps long, on essaie d'observer un peu tous les liens de cet équilibre extraordinaire, de cette mosaïque de vie qui constitue la vie sur la planète, en se disant que si on tire quelque part sur un fil de nature, on s'aperçoit qu'il est attaché à tout le reste. Donc il faut avoir conscience de ça, avec un profond respect, et surtout du silence et du temps. Waouh, incroyable. Ça y est, ils sont descendus, et il est en train de faire la parade, c'est trop fou. Alors là, c'est vraiment dingue, il court tout vite sur la neige, il accélère et il a sa queue qui est un peu en demi-cercle.
Ils sont les deux en fait. Ils se regardent. Oh, il y en a 3 même. C'est trop drôle. Il a le bout de la queue blanche et les ailes ouvertes mais légèrement recroquevillées. Et il est en train de faire le tour de l'arbre. Et il fait plein de petits pas. Là ils sont 3 mais à 30 mètres. Je sais plus où donner l'œil. Je crois que j'ai compris. En fait, la femelle doit être un peu grise et le mâle, il est bien noir avec une crête rouge. Et c'est lui qui déplie sa queue avec des petites plumes blanches. Et ils sont plusieurs en fait à tourner autour de la femelle. Ils s'agitent. Là, il y en a 3 qui tournent autour d'une femelle qui est juste en dessous d'un arbre. C'est vraiment un spectacle de fou. Oula, ils se battent, hein. Ils viennent d'essayer de se mettre des coups de patte là. Je vais essayer de prendre l'autre micro pour vous faire écouter le son sans les déranger. Bon, ça fait 10 minutes que j'en vois plus qu'un qui est un petit peu à l'écart. Sinon, ils se sont tous un peu faufilés derrière les mélèzes, j'ai l'impression. Donc là, je commence vraiment à être frigorifié avec le vent et le froid, la neige. Donc comme ils sont plus en activité, je vais m'écarter tout doucement, je vais ranger mes affaires. En tout cas, c'était une observation vraiment folle. Je pensais pas en avoir autant comme ça sur cette petite plaine là. C'était trop fou. Avec ces sons si particuliers, on se sent tout petit. On les observe, c'est vrai on peut se dire que c'est que des oiseaux, que des sortes de poules, mais de les voir gesticuler comme ça, faire cette parade, les entendre dans leur milieu naturel qui est si sauvage et si rude, et se dire qu'on ne peut pas avoir ça tout le temps, c'est vraiment une chance, je m'en rends compte et je suis vraiment très content de cet affût, et je suis très content surtout d'avoir persévéré, d'être retourné ici, d'en avoir parlé avec des personnes qui connaissent. Je pense que l'affût c'est surtout de l'expérience du terrain et aussi quand même d'avoir certaines connaissances. Donc il faut observer, il faut préparer aussi. Et je pense que je reviendrai refaire des micro-aventures sur de l'affût, peut-être vers un autre animal. Là j'avais pas de destinée, finalement c'est tombé sur le tétra. Là, je suis très content, j'ai pu observer pendant plus d'1 heure, l'enregistrer un petit peu. Et puis je vais retirer mon piège photo. Et rendez-vous sur les réseaux sociaux de Micro Boulot Dodo pour voir s'il y a eu des images capturées sur ce mois, des photos, des vidéos, enfin voilà, plein de surprises comme c'était le cas ce matin. Allez, je vous dis à très bientôt. Terminé, tout le monde descend, c'était votre épisode de Micro Boulot Dodo. Si vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à le faire savoir sur tous vos réseaux, à votre communauté, vos familles et même à toutes les feignasses qui sont encore sur leur canapé là, hein. Likez, commentez, critiquez, notez 5 étoiles pour faire parler de nous et vivre de nouvelles aventures ensemble. Si vous êtes une marque, un organisme privé ou public qui veut donner du sens à un projet, le faire vivre sur le terrain au lieu de faire du greenwashing, vous pouvez nous contacter sur le mail indiqué dans la description. Et si vous êtes de la même trempe de micro-aventuriers, n'hésitez pas à nous transmettre vos idées de parcours. Nous tenions à remercier pour cet épisode Gérard Mélichère pour sa précieuse expérience de la faune sauvage, Didier le skieur et Patrice Dorjman pour ses petits secrets dévoilés. Mais chut. Un podcast autoproduit et réalisé par Loïc Préguenella qui vous dit à bientôt.